aussi d'avoir rappelé que 35 ans d'expérience, ça veut dire que j'ai connu le moment où on ne connaissait pas encore les goûts phénolés. Enfin, on les connaissait en tant que goût, mais on ne les avait pas renseignés en tant que défaut. Donc on appelait ça à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a certains qui appelaient ça goût du goût. Bon, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et il y en a d'autres qui appelaient ça des goûts de terroir. Alors ça, c'était un peu un comble, mais il y a quand même pas mal de régions qui faisaient référence au terroir quand on parlait de ces goûts phénolés. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est vrai que ces goûts phénolés ont été bien renseignés depuis, et nous, depuis 90, avec les travaux qui ont été faits dans différentes régions, en particulier ici, on a bien identifié ça en tant que défaut lié au phénol volatile et lié à Brettanomyces aussi. Mais en fait, on peut dire aussi que ces goûts phénolés, a priori, c'est vieux comme le vin. C'est apparu en même temps que le vin, il y a des millénaires. Et j'en veux pour preuve, si vous pouvez rechercher sur Internet, il y a un poème d'un poilu qui s'appelle Marc Leclerc, qui a écrit en 1915, dans les tranchées. J'espère pour lui qu'il a pu écrire des poèmes pendant longtemps dans ces tranchées. Et les deux premières strophes de ce poème, parce que le poème il est assez long, les deux premières strophes ou les deux premiers vers, ça commence comme ça. C'est « Ô pinard de l'intendance, toi qui as le goût de trop peu ou le goût de rien, sauf les jours où tu aurais tendance à sentir le phénol ou bien le purin. » Tout est dit. À l'époque déjà, ce qu'on leur donnait aux poilus, c'était des vins qui ne sentaient pas grand-chose en quantité trop faible, ou alors des vins qui étaient a priori phénolés. Tout ça pour dire aussi qu'à l'époque aussi, le phénol, ça voulait dire quelque chose. Maintenant, on parle de vin phénolé. Ça ne veut pas dire grand-chose aux gens, parce que phénol, c'est un mot qui est assez générique, qui rappelle le défaut, mais qui ne renseigne pas grand-chose. Et à l'époque, sûrement, en pharmacie, on distribuait des flacons de phénol, et ils savaient ce que c'était au niveau du nez. Voilà, petite intro avant de commencer. Alors, la présentation va parler de Enococcus honi et de Brettanomyces. Et avant de commencer, je voulais vous présenter les protagonistes de cette présentation, avec, dans l'ordre d'apparition, Enococcus honi, bien sûr. Donc ça, c'est la bactérie lactique que l'on cherche pour la fermentation malolactique. Mais jusqu'ici, on crédite à cette bactérie lactique la réalisation de cette fermentation malolactique. Et là, on va voir qu'on peut peut-être faire autre chose avec, en plus de cette fermentation lactique. Bon, le deuxième, le truand, ça peut être que Brettanomyces. Hein. C'est vraiment l'invité de vos caves non désirable, celui qui est quand même un peu trop présent, avec des conséquences un peu trop fortes, mais qu'on ne désire jamais. Et le dernier, vous le devinez, le SO2. Le SO2, bon, c'est un produit qui ça vaut pas bien cher, on ne peut pas dire, c'est pas bien fin, et ça peut faire du mal. Voilà. Bon, petite anecdote pour commencer, et après, pour revenir aussi au titre de la présentation, c'est les petites et les grandes bêtes qui peuvent avoir des interactions entre elles. Je vais juste revenir sur des photos au microscopie, environ un grossissement d'environ 1000. Hein. Ici, vous avez à votre droite des cellules de Brettanomyces, qui sont assez caractéristiques, hein, des cellules un peu allongées, des cellules un peu citronnées en forme. Parfois c'est ovoïde. Ce qu'il faut savoir, que si vous regardez les microscopes des Brettanomyces, même sur une souche pure, ici c'est une souche pure, vous avez tendance à croire qu'il y a un mélange de souches. Parce qu'une souche pure de Brettanomyces peut avoir différents aspects, hein, que ce soit presque ovoïde, beaucoup plus ou moins allongé, et on a différents aspects possibles sur Brettanomyces. Mais par contre, c'est des cellules de levure, hein, donc c'est assez gros. Et à côté, avec un grossissement assez comparable, vous avez des cellules de bactéries lactiques qui sont caractéristiques de Enococcus honi, puisqu'elles se présentent en chaînettes. Hein, chaque petit filament, en fait, c'est un ensemble de petites cellules de bactéries lactiques qui sont accrochées entre elles. Et vous voyez que la taille de chaque cellule, hein, si on voit là-dedans, il y a une quinzaine de cellules. Chaque cellule est bien plus petite, effectivement, que la cellule de référence et qui nous intéresse ici, c'est Brettanomyces. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et parler des interactions entre ces deux bestioles, Brettanomyces et Enococcus honi, bactéries lactiques, je vais revenir sur quelques généralités par rapport à Brettanomyces. Et en particulier, une première question qui revient souvent dans les discussions à travers les différentes régions, c'est d'où ça vient les Brettanomyces. C'est sûr que quand vous achetez une cuve inox neuve, c'est pas livré avec, on est d'accord. Mais après, quelle est la principale source de Brettanomyces dans les vins et surtout l'origine importante, la première origine du développement dans les cuvées? Est-ce que ça vient plus de la vigne, est-ce que ça vient plus du vin? Ici, on a un élément de réponse à travers un travail qu'on a réalisé en Bourgogne, en prélevant sur 80 parcelles de pinot noir, différentes parcelles de Côte d'Or. On a prélevé à la manière des
des prélèvements de contrôle de maturité, hein, c'était juste avant les vendanges. On a prélevé environ 200 baies. Ces 200 baies, on les a ramenées au labo, on les a vinifiées, si on veut, dans des tout petits flacons, en conditions aseptiques, et on a suivi l'évolution des sucres pour les peser, l'évolution des fermentations, et surtout l'évolution des micro-organismes qu'on a pu trouver. Et surtout, on a été chercher les Brettanomyces. En laissant incuber 7 jours, 2 mois, voire 4 mois, on n'a jamais trouvé de Brettanomyces dans aucun des prélèvements. D'accord? Donc ça veut bien dire, s'il y en a dans les vignes, c'est pas là qu'il y en a le plus, quoi. Et ça veut dire aussi que Brettanomyces peut être... mais ça veut dire aussi que le Brettanomyces peut être apporté très précocement par le matériel. Si vous n'en avez pas dans la vigne, dès que vous amenez un sécateur, une caisse à vendange, vous pouvez amener quelques cellules de Brettanomyces. Donc, pour imager aussi cette possibilité de croissance de Brettanomyces, surtout cette possibilité de contamination d'une cuvée à l'autre au niveau de la cave, vous avez ici un exemple réalisé sur Pinot Noir. On a considéré dans un premier temps un Pinot Noir qui était contaminé en Brettanomyces, donc au début il y a quelques cellules par litre, ça c'est autour de 1000 ici. Vous avez environ un mois après cette contamination, vous voyez, il y a une croissance importante de Brettanomyces. Ici, vous avez une échelle logarithmique. Donc, vous avez une population qui arrive entre 1 million et 10 millions de cellules par millilitre. Mais si au bout d'un mois, environ, si vous avez une contamination de cette cuvée-là vers une autre cuvée qui est saine, ici, c'est une contamination sur un rapport de 1 millilitre pour 10 hectos. 1 millilitre, c'est quelques gouttes qui vont passer d'une cuvée sur une autre. Ça peut arriver avec une pipette, avec différents éléments que vous pouvez trouver en cave. Je ne parle même pas d'un tuyau ou d'une pompe. Qu'est-ce qui va se passer? La cuvée qui était saine au départ, qui reçoit ces quelques cellules, au bout de 3 mois, elle a une population équivalente à la première. Donc une cuvée qui n'a pas été stabilisée peut, en quelques mois, avoir une croissance de Brettanomyces identique, et donc vous avez une contamination qui peut se faire facilement dans une cave de cuve à cuve. Autre point important par rapport à Brettanomyces, Brettanomyces est une levure. Donc elle a un certain poids. Donc si le vin est au repos, en fait elle sédimente. Donc vous allez retrouver beaucoup plus de Brettanomyces dans les lits, sur un vin à repos, que dans la cuvée elle-même. Ici vous avez au départ une cuvée qui a été complètement brassée, donc il n'y avait rien de lili, et vous voyez qu'au fil du temps, le pourcentage de Brettanomyces que l'on trouve dans les lits va augmenter régulièrement. Et là, après 3 mois, vous avez plus de 90% des Brettanomyces dans votre cuvée, qui est au repos, qui sont concentrés dans les lits, c'est-à-dire que vous n'avez pratiquement rien en surface. Alors ça veut dire aussi que si vous faites un prélèvement de cette cuvée pour faire un dénombrement de Brettanomyces, il faut obligatoirement faire un prélèvement qui soit proche des lits. Si vous faites un prélèvement en surface, on retrouvera toujours un résultat négatif, même si la cuvée est fortement contaminée. Un autre point important qui peut être mis en avant, c'est la stabilisation des vins après une contamination. Alors ici, vous avez une cuvée, enfin on a toujours pris du pinot noir dans nos essais, parce que ce pinot noir, vous savez bien, on en trouve un peu plus en Bourgogne qu'ailleurs, mais donc on pourrait trouver les mêmes essais, je pense, sur d'autres cépages. Donc une cuvée qui a T0 était contaminée fortement en Brettanomyces, vous avez à peu près de 1 million, ici vous avez des logs, 1 million de cellules par millilitre à T0, et on a appliqué sur ces cuvées 2 types de traitements, soit sulfitage, soit un chauffage. Pour les sulfitages, comme vous le savez, il y a différents types de SO2 qu'on peut trouver dans le vin, le SO2 total, le SO2 libre et le moléculaire. Le moléculaire étant une fraction de SO2 libre, et c'est ce SO2 moléculaire qui va avoir un impact important sur les micro-organismes et sur les levures en particulier. Là, on voit que pour Brettanomyces, il faut des concentrations importantes de SO2 moléculaire pour envisager une destruction totale d'une population importante. Jusqu'à 0,75 de SO2 moléculaire est nécessaire pour détruire la population. 0,75 de SO2 moléculaire, quand le pH est élevé, ça dépasse pratiquement le taux de SO2 total admissible pour un vin rouge. Et là, on ne parle même pas de la sensibilité au SO2 des souches, parce qu'on a vu encore récemment, en particulier avec les travaux de Bordeaux, que certaines souches de Brettanomyces sont aussi plus sensibles ou moins sensibles au SO2 que d'autres.
Donc ici, on a plutôt une souche sensible. Et vous voyez que malgré la sensibilité, on a une nécessité d'avoir une quantité de souches moléculaires importante pour détruire Brettanomyces. Alors, autre technique utilisable, c'est le chauffage. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré la population qui est aussi importante, il y a, sur une technique de chauffage ici est simple, hein, ici on ne parle pas de flash pasteurisation, on parle juste de chauffer jusqu'à un certain stade et laisser refroidir après. On voit qu'il y a une différence importante après 40 degrés. Jusqu'à 40 degrés, le micro-organisme supporte très bien, la levure en particulier supporte très bien la température. À partir de 45 degrés, vous détruisez la population. Bien sûr, si vous montez plus haut, ça détruit encore plus. Alors ça, c'est valable pour une pasteurisation, enfin, un traitement à la chaleur qui n'est pas instantané, hein, c'est sur une durée. Si vous faites une flash pasteurisation, effectivement, il faut monter plus haut parce que vous n'avez traité que quelques secondes. Donc, si on résume un peu ce qu'on a dit jusqu'ici, comment éliminer Brettanomyces? Donc, bien sûr, la première technique, c'est le soutirage. Si vous soutirez, si on part du principe que 90% des cellules Brettanomyces sont dans les lits, si vous soutirez, vous retirez 90% des cellules. Le sulfitage, on en a parlé. Autre produit qui est possible, le chitosan, avec une dose maximale autorisée aujourd'hui, c'est 10 grammes hecto, qui a aussi un impact sur Brettanomyces. Ça a été renseigné, on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui. La technique, on a parlé tout de suite, flash pasteurisation et filtration, qui sont des techniques physiques qui sont aussi intéressantes. Par contre, pour ces deux dernières techniques, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'avez aucune rémanence de la technique après application. Donc si vous appliquez ces techniques, tout ce qui se passe après, s'il y a recontamination, ça peut repartir après ces techniques. Et l'autre point c'est plutôt la base exposée, donc que je vais aborder, c'est la relation possible entre Brettanomyces et les bactéries lactiques. Alors ce qui est connu, et ça, ce qui a été largement renseigné au cours du temps, c'est que si vous maîtrisez bien les fermentations en général et la fermentation malolactique en particulier, vous diminuez le temps laissé à Brettanomyces pour se développer. Et si vous diminuez le temps, vous pouvez traiter plus vite les vins, et bien sûr, vous évitez des problèmes. Mais par contre, il y a une autre technique qui nous intéresse plus particulièrement ici, ou une autre propriété des bactéries lactiques, c'est que les bactéries lactiques peuvent avoir une inhibition directe sur Brettanomyces, et cette inhibition va être plus ou moins effective en fonction du niveau de contamination. C'est ce qu'on va le voir maintenant. Donc une première expérimentation qu'on a réalisée sur Pinot Noir, où on considère un vin de Pinot Noir qui a été divisé en deux lots, qu'on a contaminé en Brettanomyces sous deux modalités. Une première contamination qu'on va appeler forte et précoce, où on a mis 1000 cellules de Brettanomyces 7 jours avant l'ensemencement bactérien, et une deuxième contamination qu'on va appeler faible et tardive, où on n'a mis que 50 cellules de Brettanomyces, mais 7 jours après l'ensemencement bactérien. Ici, pour faire simple, on avait utilisé 9 biomasses de Nococcus commercialisés, qui sont listées en dessous. C'est des biomasses qui permettent d'avoir de bonnes activités dans les vins, avec des temps de fermentation lactique relativement courts, de l'ordre de 2 semaines. Donc, les deux cas de figure de contamination qu'on peut voir ici. Donc, premièrement, une contamination en Brettanomyces qui est forte et précoce. Donc, je vous rappelle, 1000 cellules par millilitre, 7 jours avant l'ensemencement bactérien. Ici, vous avez le code de l'évolution de la fermentation, enfin, pas de la fermentation, des bactéries lactiques au cours du temps. Ce qu'on constate, c'est qu'à suite à l'ensemencement, vous avez augmentation de la population, de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance 7, donc vous augmentez d'une facteur de 10 la population bactérienne pendant la fermentation lactique. Ici, vous avez la fin de la fermentation lactique, et après, vous voyez l'évolution des bactéries lactiques au cours du temps. Et vous voyez que, suite à la fermentation lactique, la population bactérienne reste à un niveau très élevé, de l'ordre de 10 puissance 7 cellules par millilitre. En dessous, vous avez les courbes d'évolution des Brettanomyces. En rouge, vous avez la courbe d'évolution des Brettanomyces sans les bactéries lactiques. Vous voyez que Brettanomyces se multiplie, arrive à un seuil de environ 10 puissance 6, et après continue arrive à une phase stationnaire à environ 10 puissance 6. Sur la courbe en vert, vous avez l'évolution des Brettanomyces en présence de bactéries lactiques. Donc sur cette courbe, les Brettanomyces évoluent aussi, arrivent à 10 puissance 5 et restent à une phase stationnaire. En fin de fermentation, enfin en fin de suivi, vous voyez que la différence de production de phénol volatile est assez différente, du simple au double, mais dans les deux cas, il y a quand même production de phénol volatile. Donc
activité des Brettanomyces. Dans le deuxième cas de figure, vous avez une contamination Brettanomyces qui, là, arrive plus tardivement et de façon plus faible. Donc vous avez exactement la même population bactérienne, c'est les mêmes courbes. Par contre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que si Brettanomyces est contaminé tardivement sans bactéries lactiques, ici en rouge, vous avez une croissance très rapide de la population des Brettanomyces, avec une production in fine de phénovolatile. Par contre, si les Brettanomyces arrivent en présence des bactéries lactiques ici, elles ne se développent pas du tout, et la population régresse, sans production de phénovolatile. Autre point intéressant dans cet essai, c'est la suite de cet essai. Si on fait un point final à 42 jours de population en Brettanomyces et en bactéries lactiques, en fait, sur deux lots qu'on avait séparés au départ, soit un lot qu'on a laissé en repos. Ce lot laissé en repos, en fait, c'est un peu un lot qui peut être lié à ce qu'on peut trouver dans la pratique. Vous n'avez pas remué les cuves à chaque fois que vous faites un démembrement. Ou soit un lot homogénéisé, ici homogénéisé chaque semaine. Vous voyez que si, dans les lots homogénéisés ou les lots repos, les populations bactériennes sont exactement identiques. Vous avez à peu près 10 puissance 6 à 10 puissance 7 cellules par minute. C'est-à-dire que les bactéries lactiques présentes dans le vin ne vont pas du tout vont pas sédimenter, elles vont rester dans le volume, elles ne vont pas bouger au cours du suivi. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour Brettanomyces. Ici, dans l'eau homogénéisée chaque semaine, vous avez à peu près 10 puissance 5 cellules Brettanomyces par millilitre. Si le lot a été laissé au repos, vous n'avez plus que 10 puissance 2 dans le volume. Par contre, dans le lot laissé au repos, si on l'agite au dernier moment, pour le dernier prélèvement, on retrouve 10 puissance 5. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui veut dire par là, et ce qui est intéressant pour faire le lien entre la pratique et l'expérimentation, si on agite régulièrement le vin, ou si on laisse le vin complètement au repos, au bout de 2 mois de suivi, on aura exactement la même production, même croissance de Brettanomyces. Donc la croissance, elle se fait soit dans le volume, soit dans les lits, mais en fin de compte, vous avez toujours la même population qui va être produite pendant le même laps de temps. Deuxième expérimentation. Là, vous avez toujours un vin de pinot noir, on lance sans bactéries lactiques, mais à bout de 14 jours, c'est-à-dire qu'en fin de fermentation malolactique, on a deux options. Soit on laisse les bactéries lactiques, soit on stabilise les bactéries lactiques avec du lysozyme. Alors le lysozyme, lui, c'est un produit que vous connaissez tous. C'est un produit qui est extrait du blanc d'œuf et qui va stabiliser les bactéries lactiques, qui va éliminer les bactéries lactiques spécifiquement et qui ne va pas toucher en fait les levures. Toujours deux modalités de contamination Brettanomyces, soit une contamination précoce à 50 cellules par millilitre, soit une contamination tardive à 50 cellules par millilitre, mais réalisée après la fermentation malolactique. Sur cette courbe, vous avez l'évolution des bactéries lactiques. Là, bien sûr, pendant la fermentation malolactique, c'est les 2 premiers 15 jours, vous avez l'évolution des bactéries lactiques. En fin de fermentation malolactique, vous avez les deux options. Soit on laisse les bactéries lactiques, on ne stabilise pas, c'est la courbe verte au-dessus. Les bactéries lactiques restent à un niveau très élevé au cours du temps. Soit on met du lysozyme. Et là, ce qu'on constate, c'est que vous avez élimination totale des bactéries lactiques. Et le dernier cas de figure, c'est là, le lot non ensemencé, donc là, il n'y a pas de bactéries lactiques du tout. Alors, l'évolution des Brettanomyces au cours de la contamination précoce, si on met une contamination précoce, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez la contamination, pas de bactéries lactiques, courbe rouge, une évolution rapide des Brettanomyces, et on arrive à une population de l'ordre de 10 puissance 5 à 10 puissance 6 cellules par millilitre. Là, dans le deuxième cas de figure en bleu, vous avez la fermentation lactique. Ici, vous mettez du lysozyme, vous détruisez les bactéries lactiques. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que les bactéries lactiques sont détruites, les Brettanomyces se développent et arrivent à une population pratiquement identique à la population du témoin non ensemencé. Dernier cas de figure, ici. Vous laissez les bactéries lactiques après malo, et la contamination régresse, et la population de Brettanomyces est pratiquement nulle en fin de suivi. Alors, deuxième cas de figure, c'est la contamination est tardive. C'est-à-dire que si vous avez une cuve où il y a quelques cellules Brettanomyces qui vont arriver en contamination, mais bien après les fermentations, au cours de l'élevage, par exemple. Si vous avez détruit vos bactéries lactiques, ici avec du lysozyme, cette contamination va engendrer une croissance importante
et vous avez une population de Brettanomyces qui va arriver à des niveaux importants de 10 puissance 5. Ici, si vous stabilisez les vins, si vous n'avez pas stabilisé les vins, par contre, si vous avez laissé les bactéries lactiques, la contamination de Brett régresse, et vous avez un niveau qui va être nul au cours de l'élevage. Alors, autre point qui est important, si on laisse les bactéries lactiques, bien sûr, on peut avoir une production, pourquoi pas, d'acidité volatile. Les bactéries lactiques, si elles sont vivantes, elles vont continuer à avoir un métabolisme. Alors que ce qu'on a constaté dans nos vins, si on prend des bactéries lactiques pures, ici, c'est que vous avez une quantité d'acide acétique assez faible au départ, 0,17 avant Malo, si on veut. Après Malo, vous avez à peu près 0,22 ici, d'augmentation de 0,05 environ. Et en fin de suivi, si vous n'avez pas stabilisé les bactéries lactiques, vous montez à 0,030. Vous voyez que laisser les bactéries lactiques, dans ces cas de figure-là, environ 2 mois après la fin de la Malo, ne va pas engendrer une évolution très importante de l'acidité volatile. Donc le métabolisme des bactéries lactiques est relativement limité quand le vin ne contient plus de sucre résiduel et étant considéré comme sec. Par contre, les différences, bien sûr, au niveau des phénols volatiles, c'est très importante, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des populations de Brettanomyces présentes, vous avez une production plus ou moins importante de phénols volatiles. Le vin témoin sans bactéries lactiques, vous arrivez à 500 microgrammes par litre de phénol volatile. Dans les lots où on a stabilisé les bactéries lactiques fin Malo, on est entre 250 et 100, selon les cas. Et dans les lots où on a laissé les bactéries lactiques, qu'on n'a pas stabilisé du tout, là on se retrouve toujours inférieur à 10, donc il n'y a pas eu du tout d'activité des Brettanomyces. Un autre cas de figure, rapidement, c'est le cas où vous pouvez faire des co-inoculations, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les bactéries lactiques en même temps que les levures en début de fermentation dans les mous. Alors vous avez plusieurs options possibles pour la mise en place de cette co-inoculation. Soit vous faites une co-inoculation avec des Œnococcus honi et des cérévisiers, soit vous faites une co-inoculation avec des Lactobacillus plantarum et des Saccharomyces cerevisiae. Et puis les cas de figure ici, c'est sûr, c'était le témoin non ensemencé. Dans cette expérimentation-là, on a envisagé 2 contaminations en Brett, soit une contamination T0, ici, soit une contamination, disons, après fermentation alcoolique, ici, environ à T20. Dans le cas de figure, pour un témoin non ensemencé ici, donc non ensemencé en bactéries, bien sûr, là, ce que vous constatez, c'est que, dans un premier temps, les Brettanomyces restent en latence pendant le temps de la fermentation alcoolique, mais elles vont rentrer en croissance rapidement après la fermentation alcoolique pour monter à des populations de l'ordre de 10 puissance 6. Si vous faites une co-inoculation avec un Lactobacillus plantarum, la Malo va se faire très vite, mais le Lactobacillus plantarum ne va pas résister au degré alcoolique et les cellules vont être détruites avec la production d'alcool, ici. Et par contre, si vous avez une deuxième contamination en Brett, il n'y a plus du tout d'inhibition et vous voyez que la population de Brett va se développer très vite. Par contre, dans le troisième cas de figure, ici, vous mettez les Œnococcus honi en co-inoculation. À la fin de la Malo, ici, la deuxième contamination en Brett arrive, mais les Œnococcus sont encore présents dans le vin. Et vous voyez que la présence de ces Œnococcus dans le vin va complètement détruire ou éliminer la contamination en Brett et garder les Brett à un niveau très très bas. Voilà. Et pour finir, une petite expérimentation complémentaire qui parle justement de la présence, enfin, la présence des bactéries, oui, la survie des bactéries lactiques après les fermentations lactiques plutôt, et en fait leur métabolisme. Ici, on ne parle pas de contamination en Brett, on a juste différentes conditions de milieu, avec un pH 3,40 pour la base, alcool 13, et là on augmente le pH à 3,8, là on met de l'acide citrique et du fructose, là on augmente la température à 20 degrés, et on a suivi la fermentation malolactique, bien sûr, d'une part, mais d'autre part, la population en bactéries lactiques, d'une part, en fin de fermentation malolactique, ici, en bleu foncé, et d'autre part, 2 mois après la fin de la fermentation malolactique, en bleu clair, ici. Et donc, on voit que pendant ces 2 mois, la population bactérienne reste à un niveau très élevé, donc malgré la fin de la fermentation lactique, on a une conservation importante des bactéries lactiques. Et au niveau de leur métabolisme, surtout par rapport à la production d'acidité volatile, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, on a une augmentation très très faible en fait, de la volatile. Ce n'est pas le fait de laisser les bactéries lactiques pendant 2 mois dans le milieu qui va engendrer une piqûre lactique importante. Vous voyez qu'on a une augmentation de l'acidité volatile de l'ordre de 0
0,1, 0,2, 0,05, voire 0,10 au maximum. Donc le fait de laisser les bactéries lactiques après fermentation lactique n'engendre pas forcément une évolution importante de l'acidité volatile. Donc en conclusion de ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'absence de stabilisation en fin de fermentation malolactique, c'est que les bactéries lactiques vont assurer un rôle de bioprotection par rapport à Brettanomyces. Donc elles vont réguler les populations de Brettanomyces, et dès qu'il y a une petite contamination, ces Brettanomyces vont disparaître. Alors bien sûr, dans un contexte énologique, parce que là on est en contexte un peu plus contrôlé en labo, mais on a fait quelques applications aussi énologiques, c'est qu'il est conseillé de considérer une flore bactérienne référencée. Donc si on maîtrise mieux avec bien sûr une bactérie lactique commerciale dont on connaît exactement les capacités, et l'environnement maîtrisé. Environnement maîtrisé, ça peut être une température un peu basse, ça peut être aussi une bonne hygiène, etc. quoi. La limite de cette opération, parce que l'opération, en fait, ça consiste en quoi? C'est repousser en fait, le sulfitage, repousser la stabilisation. Habituellement, on fait ça fin fermentation malolactique. Lorsqu'on propose, c'est repousser le délai. Donc la limite de l'opération, c'est quoi? C'est l'acidité volatile. Vous suivez l'acidité volatile, et en fonction de l'évolution de l'acidité volatile, vous voyez que cette opération elle peut être continuée plus ou moins longtemps, ou arrêtée plus ou moins précocement. Voilà. Donc, si on revient un peu au départ, je vais revenir sur effectivement la conclusion de tout ça, c'est que c'est toujours le bon qui gagne, et en fait, c'est Inococcus qui va faire qui va gagner, qui va faire le travail. Je vous remercie de votre attention.